Donc je vais commencer par me présenter un tout petit peu parce que j'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai fait des études de mathématiques. Après mes études de mathématiques, je suis parti au Sénégal faire ma coopération. Je vous l'ai dit, hein, il y a déjà 22 ans passés là. Ensuite, je suis revenu en France reprendre mes études parce que j'avais juste à l'époque ce qu'on appelle une maîtrise, c'est-à-dire un bac+4. Et puis je ne pouvais pas faire d'enseignement secondaire. Donc j'ai repris des études en mathématiques appliquées et en même temps j'ai passé l'agrégation de mathématiques. Et là je me suis retrouvé dans l'enseignement secondaire, évidemment. Donc je suis allé dans l'enseignement secondaire et puis j'ai fini par obtenir un poste à l'université. À l'université, j'ai continué mes études en statistique appliquée, j'ai fait beaucoup de publications dans des revues nationales, internationales, comme tout chercheur d'ailleurs, hein, il n'y a rien de particulier là. Et puis, j'ai voulu voir un petit peu comment se passait l'administration de l'éducation nationale. Donc j'ai pris un poste d'inspecteur pédagogique régional. Vous savez, ces inspecteurs qui s'assoient au fond de la classe et puis qui espionnent les professeurs. Et puis, j'ai regardé un petit peu. Les professeurs, en général, ne m'ont pas trop déçu. J'ai vu des fautes caractéristiques de mathématiques, enfin ça arrive à tout le monde. Hein, ça, on ne peut rien. Par contre, j'ai vu des professeurs complètement nuls, donc je reparlerai tout à l'heure, et devant lesquels je me suis trouvé complètement impuissant. Pour la petite histoire, par exemple, je me souviens d'un enseignant qui était professeur dans un collège dans l'académie de Nancy. Et puis, le cours était totalement inexistant. Il écrivait des graffitis racistes sur les murs. Enfin, on suppose que c'est lui parce qu'on ne l'a jamais vu. Et comme on ne l'a jamais vu, moi, je n'ai jamais rien pu faire en tant qu'inspecteur. Et finalement, sa carrière a pris fin parce qu'il s'est promené tout nu dans Stanislas à Nancy. C'est-à-dire que les filles qui sont allées le chercher et qui l'ont éteint. Alors voilà un petit peu ces situations qu'on connaît dans la fonction publique. Ça m'a appris pas mal de choses quand même, hein. L'histoire est authentique, hein, je l'ai vécue. J'ai vécu d'autres histoires un petit peu analogues d'ailleurs, hein, par exemple, je me souviens, je n'étais pas concerné directement là, c'est dans l'académie de Nancy, toujours, on a recruté des professeurs de gym pour assurer l'enseignement de la natation dans le nord de la Lorraine. Et puis donc on a recruté des maîtres auxiliaires, puisqu'il n'y avait pas de poste, et puis après le recrutement, on s'est aperçu que ces maîtres auxiliaires ne savaient pas nager. Donc c'est une suite d'histoires parfois aberrantes, parfois tristes, hein. C'est souvent triste parce que finalement c'est les enfants et les élèves qui payent les pots cassés dans l'affaire. Hein. Et puis ensuite, je suis revenu à l'université et puis là j'ai repris les travaux scientifiques et j'ai passé une habilitation à diriger des recherches un petit peu tardivement, enfin ça fait rien. Et j'ai quitté l'enseignement supérieur le plus tôt possible compte tenu de l'atmosphère détestable qui y règne, hein, à peu près partout d'ailleurs, hein, on ne se rend pas compte. Je ne connais pas un seul enseignant qui prolonge sa carrière dans l'enseignement. Je n'en connais pas un seul. Tout le monde part le plus vite possible. Ce qui est très regrettable d'ailleurs parce que, bon, on part à 60 ans, dans la recherche on pourrait partir beaucoup plus tard parce que finalement moi j'ai été productif jusqu'à la fin de la carrière, hein, j'ai publié... à la fin de la carrière, je publiais plus qu'au milieu, quoi, en gros. Bon. Et puis ensuite, je me suis orienté vers l'épistémologie en statistique. Et c'est là que je me suis trouvé confronté au problème des statistiques dans les sciences sociales. Parce que je le dis tout net, hein, les statistiques dans les sciences sociales, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'on établit des relations de cause à effet à partir de relations qui n'existent pas. On inverse les raisonnements entre la cause et l'effet, et en fait on traite les individus, quels qu'ils soient, comme des objets, alors que c'est fondamentalement différent, c'est-à-dire que vous pouvez faire des statistiques sur les objets, ça ne les fera pas changer. Mais si vous faites des statistiques sur les gens, dans la minute qui suit, ce sera différent. Donc voilà un petit peu mon parcours, et là, ce parcours a fini par me convaincre du bien fondé de Tocqueville. J'ai cité dans la présentation Tocqueville qui dit qu'il faut se méfier des statistiques, sauf si elles sont bien faites, ce qui est rarement le cas, mais moi je dis qu'il faut toujours se méfier des statistiques dans les sciences sociales, et en particulier dans les sciences de l'éducation. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà un petit peu mon parcours.
Maintenant, je vais parler du sujet proprement dit de la conférence. Là, c'est la dévalorisation de l'école. Donc, dévalorisation, j'ai mis un trait d'union à dévalorisation parce que c'est la nature des valeurs transmises par l'école à notre jeunesse évolue de façon rapide et très inquiétante avec l'évolution de la société. C'est-à-dire que nous avons vu l'évolution de la société, l'évolution des mœurs, par exemple, assez récemment, avec le mariage pour tous, avec la procréation médicalement assistée, etc. Il ne faut pas croire que l'école est à part de cette évolution. Au contraire, elle est encore plus concernée par le gouvernement, du fait du gouvernement actuel. Donc je reviendrai là-dessus aussi. Alors je commencerai donc par la citation de Hannah Arendt. Elle dit que toute société est soumise à une nécessité politique, celle de l'introduction des nouveaux venus par naissance dans un monde préétabli où ils naissent en étranger. Alors j'ai fait attention, parce que je parle d'étranger, donc je cite bien Hannah Arendt, parce que dans le contexte actuel, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Peut-être que d'ailleurs, quelqu'un m'enregistre là sans que je le sache. Bon, enfin, remarquez, je suis plutôt flatté. Alors cette citation est extraite d'une conférence tenue dans les années 60, et maintenant évidemment, elle doit être complétée, étendue aux nouveaux venus par l'immigration, puisque bon, les nouveaux venus par l'immigration arrivent aussi sans la connaissance de la culture française, de même que les nouveaux venus. Donc l'école est concernée par cette politique, et intégrant les élèves dans le monde des adultes, elle prépare le monde de demain. Il y a toujours un décalage entre la formation que l'on donne aux élèves et l'éducation que l'on donne aux enfants et la société dans laquelle ils vivront. Parce qu'après, ils en feront ce qu'ils voudront. Donc il faut bien voir qu'on prépare le monde de demain par l'éducation que l'on donne maintenant. Elle devient un enjeu fondamental pour l'avenir de notre société et les gouvernements sont amenés à l'utiliser dans l'intérêt général tel qu'ils le conçoivent. Alors déjà, je parle d'intérêt général. Bon, ce n'est pas du tout la notion d'intérêt général de Bastiat, c'est la notion de l'intérêt général centralisé, c'est-à-dire que c'est défini par le gouvernement pour le bien de tous. Alors, les gouvernements sont amenés à utiliser l'école et cette utilisation se manifeste par des interventions dans le système éducatif de plusieurs natures. La première, c'est une intervention politique. Et la foi, ça paraît assez normal, tel qu'on la conçoit habituellement. Ensuite, il y a une intervention morale, une intervention administrative et une intervention pédagogique. Il y a des parallèles avec les interventions de l'administration dans le système public de santé, d'ailleurs. Le système public de santé a quelques années de retard sur le système éducatif. Les gouvernements actuels s'empressent de le rattraper. Donc je suivrai dans le plan suivant de mon exposé. Je vais commencer par un bref historique pour remettre les choses en place. Une description des interventions de l'État suivant leur nature, une analyse des valeurs qui sont en déshérence, et une conclusion proposant une critique de la politique éducative actuelle, enfin la résumons plus exactement, et une libéralisation de l'école, respectant toutefois certaines conditions. Je vais expliquer pourquoi tout de suite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les parents libres de tout dans l'éducation de leurs enfants, sinon on se retrouve immédiatement avec des écoles qui ne respectent pas les valeurs démocratiques élémentaires, et donc il faut bien qu'il y ait un contrôle. C'est indispensable pour éviter ce genre de situation. Ce genre de situation, on le connaît d'ailleurs en Angleterre, où se développent par exemple des écoles coraniques, qui se substituent à l'école traditionnelle. C'est vraiment des écoles coraniques reconnues en tant que telles. Bien, donc le bref historique. Alors en France, tout le monde s'en souvient, pendant l'Ancien Régime, l'instruction était confiée essentiellement à l'Église catholique, en particulier aux jésuites, qui transmettaient les valeurs chrétiennes et soutenaient la monarchie. Et ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'un philosophe suisse a imaginé un système collectif d'éducation indépendant de l'emprise du clergé. Un tel système a été mis en place après la Révolution française à partir en fait du XIXe siècle, compte tenu de tous les événements qui se sont passés avec les guerres napoléoniennes, etc.
avec pour objectif les deux formes classiques d'intégration de la jeunesse dans le monde des adultes, donc l'intégration structurelle qui concerne la formation professionnelle. À l'époque, c'était surtout la formation aux techniques agricoles sous l'influence des physiocrates, et l'intégration culturelle par la transmission des droits de l'homme et la formation du citoyen. La formation du citoyen avait pour objectif d'empêcher le retour de la monarchie, au fond, et d'empêcher surtout le retour du despotisme. À l'époque, ce terme despotisme était utilisé assez couramment. Ensuite, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, l'école publique a été utilisée par le pouvoir politique pour renforcer le régime républicain et le pouvoir central. C'est à cette époque que l'usage de la langue française a été imposé sur l'ensemble du territoire et que les lois sur la laïcité de Jules Ferry ont été votées. Au même moment, l'école catholique restait favorable à la monarchie et continuait à transmettre les valeurs religieuses. C'est en 1932 que le ministère de l'Instruction publique a été remplacé par celui de l'Éducation nationale. Ce changement de terme est assez significatif du changement d'orientation et du changement finalement de responsabilité accordée à l'État. À la mission d'instruction, surtout fondée sur l'acquisition de la culture française et de savoir-faire technologique et d'un discours rationnel et critique, s'est ajoutée celle de l'éducation, puisque c'est devenu le ministère de l'Éducation nationale, qui concerne les mœurs, les comportements, la morale et les habitudes de vie. À cette époque, les rôles éducatifs de l'école publique et de la famille sont peu partagés, toutefois à peu près clairement. Éducation à la vie sociale et professionnelle à l'école, c'est là qu'on apprend le respect de la hiérarchie, par exemple, à la vie religieuse et individuelle au foyer. Cette situation a perduré jusqu'à peu près, à mon avis, dans les années 70. C'est à partir de ces années qu'est apparue l'éducation sexuelle dans les collèges et dans les lycées. Éducation sexuelle, au départ, limitée strictement à la biologie. Plus récemment, en 84, alors là, tout le monde, presque, parce que je vois qu'il y a quelques jeunes mais tout le monde s'en souvient, le gouvernement Mauroy a voulu nationaliser l'école privée. La réaction des parents d'élèves de ces écoles a été massive, et on se souvient des manifestations qui ont eu lieu à Paris, ce qui a obligé le gouvernement à abandonner le projet de loi Savary, mais en retour, l'abandon a été suivi d'un accord entre l'école privée et l'État, donnant à ce dernier une tutelle sur les programmes pédagogiques et éducatifs et sur leurs professeurs, sur les professeurs des écoles privées, sous contrat d'association. Les écoles privées sont maintenant, dans leur très grande majorité, sous contrat d'association, en échange du financement public des frais de personnel et de fonctionnement pédagogique. Il existe actuellement d'ailleurs des personnalités du monde catholique, des jésuites en particulier, qui regrettent cet accord maintenant. Tout simplement parce que l'école privée confessionnelle est tenue, sous contrat d'association bien sûr, est tenue aux mêmes obligations légales que l'école publique, et en particulier, l'école privée confessionnelle est devenue laïque. C'est-à-dire que l'enseignement religieux dans une école catholique ne peut être obligatoire. C'est interdit par la loi. Et c'est pour ça que d'ailleurs que certaines écoles catholiques accueillent des juifs, des musulmans et des athées, et parfois ça ne pose strictement aucun problème dans ces écoles. L'enseignement religieux ne peut plus être obligatoire. Les élèves, donc, les écoles non conventionnées ne rassemblent qu'une très faible proportion d'élèves. Alors, ces écoles non conventionnées, j'en ai vu quelques-unes. Par exemple, il y a des écoles encore qui ne sont pas mixtes. Elles sont de plus en plus rares, mais ça existait encore il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas s'il en existe, bon, j'ai un peu quitté le milieu maintenant, mais il y a 5 ou 6 ans, il en existait encore, des écoles non mixtes. Et nous sommes maintenant dans la situation voulue par les physiocrates du XVIIIe siècle. Selon ces derniers, je vais citer un petit peu les auteurs classiques, l'État doit avoir le monopole de l'enseignement afin de créer un homme nouveau.
le terme est entre guillemets, hein, c'est bien le terme utilisé par les physiocrates de l'époque. Hein. Un homme nouveau suffisamment éclairé pour empêcher l'avènement du despotisme. Donc on retrouve là la formation du citoyen dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ça l'objectif. La formation du citoyen, c'est empêcher le retour du despotisme. Les libéraux du XIXe siècle étaient opposés à ce monopole. En 1792, Condorcet est chargé de rédiger un projet d'école publique et déclare qu'aucun, je cite là, aucun pouvoir public ne doit avoir l'autorité ni même le crédit d'empêcher le développement des vérités nouvelles, l'enseignement des théories contraires à sa politique particulière ou à ses intérêts momentanés. Un peu plus tard, en 1856, Tocqueville écrit que le fait que la nation soit éclairée ne suffit pas à empêcher le retour du despotisme et de l'obscurantisme si la source de lumière est unique. Alors ça, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, puisque les totalitarismes que nous avons connus au XXe siècle et les théocraties qui existent encore maintenant dominent totalement le système éducatif, l'éducation en fait, et empêchent l'éclosion en quelque sorte d'idées nouvelles. Alors, je développerai dans la suite l'idée que l'école est actuellement utilisée par le gouvernement qui est au pouvoir, hein, par l'autre un petit peu moins. Elle est utilisée par le pouvoir politique pour assurer l'avenir d'un socialisme doux et non plus seulement d'empêcher le retour du despotisme. Alors, cette volonté politique se traduit par différentes sortes d'interventions, celles dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais commencer par l'interventionnisme politique. On va voir un petit peu comment ça se passe. L'école est en premier lieu chargée de transmettre à la jeunesse les valeurs fondatrices de la démocratie et plus particulièrement de la République. Là encore, c'est un point un petit peu particulier puisque c'est l'école républicaine, hein, ce n'est pas l'école démocratique. On peut être étonné que la volonté politique consiste à empêcher l'émergence d'un parti royaliste dans une Union européenne où le nombre de royaumes est quand même très important. Il n'y a pas de raison qu'on empêchait un parti royaliste en France. Aucune. Et pourtant, l'école républicaine est faite pour ça, encore. Ces valeurs sont énoncées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et résumées, pour aller vite, par la formule habituelle, liberté, égalité et fraternité. Il y a bien d'autres valeurs, évidemment, mais on va se limiter à ces trois-là. Alors c'est une mission de nature politique qui n'est contestée par aucun parti démocratique, évidemment, et c'est une conséquence de la nécessité d'assurer l'avenir de notre société, comme l'expliquait Hannah Arendt, que j'ai citée tout à l'heure. Par contre, l'État-providence et l'idéologie socialiste donnent un nouveau sens à l'égalité et remplacent la fraternité par la solidarité. Tout d'abord, l'égalité. L'égalité en droit, présente dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a été remplacée par l'égalité réelle, c'est-à-dire l'égalité des moyens au départ, et maintenant l'égalité réelle a été étendue à l'égalité des rôles, comme on le verra tout à l'heure. Cette égalité réelle se traduit par l'égalité des chances, et l'égalité des chances se traduit par l'égalité des statistiques, c'est-à-dire que dès l'instant qu'il y a une inégalité statistique, quand on mesure par exemple les rôles sociaux des hommes et des femmes, il y a toujours une inégalité statistique, elle est traduite en injustice sociale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une relation de cause à effet qui est établie, et je reviens un petit peu à mon épistémologie de la statistique, qui ne résulte pas de la statistique, qui ne résulte pas des chiffres, c'est une idée que l'on a et qui est préconçue. Ce qui ne veut pas dire que les femmes ne souffrent pas d'injustice, évidemment. Moi je dis simplement que ce n'est pas la statistique qui le fait. Alors, c'est une erreur d'interprétation qui est régulièrement dénoncée par les scientifiques. En fait, ça a été dénoncé déjà dans les années 1925, je crois, par François Signan, un sociologue de l'époque, et puis c'est régulièrement dénoncé par des statisticiens américains comme Kendall et Stuart. Enfin, je vous les passe, hein, parce que tout le monde, tous les statisticiens disent qu'il faut se méfier de l'interprétation en termes d'injustice sociale quand on constate une inégalité. Alors les inégalités de résultats ne concernent pas les individus, elles concernent les classes sociales, elles concernent les communautés ethniques,
sexuelles, religieuses, etc. Et parfois même des communautés se constituent pour montrer qu'elles souffrent d'une inégalité et donc d'une injustice. Donc ces inégalités sont étendues aux différences sociales, mais elles sont généralisées en quelque sorte, et c'est l'État-providence qui est chargé de corriger ou de compenser ces injustices. Donc l'État-providence prend en charge l'égalité réelle, et cette égalité réelle est devenue l'objectif de l'État-providence. Ce n'est plus seulement la redistribution qui est devenue l'objectif de l'État-providence, c'est l'égalité réelle qui est un petit peu différente. Ensuite, la solidarité. Alors la solidarité a été substituée à la fraternité, et elle est différente de l'aide humanitaire. Il ne s'agit pas de dire que la solidarité, c'est simplement l'aide aux démunis, c'est pas ça du tout. La solidarité, c'est l'outil de l'égalité réelle, c'est-à-dire qu'il faut que chacun se sente solidaire d'un autre, en ce sens qu'il n'a aucune raison valable d'avoir plus que lui. Aucune raison morale. Ce n'est pas un devoir individuel, l'égalité réelle, la fraternité. Ce n'est pas un devoir réel, mais c'est un droit de créance, c'est-à-dire que c'est l'État qui est chargé de l'établir, et qui a même pour rôle de l'établir. C'est une obligation de la société dont chaque communauté qui se juge injustement traitée peut exiger le respect. Elle est différente donc de la fraternité définie par le sentiment d'appartenir à un même peuple, d'avoir une histoire commune, de partager les mêmes valeurs et finalement de faire partie de la même culture. Le devoir moral individuel d'aider son prochain, qui correspond à la fraternité, est remplacé par l'obligation sociale de contribuer à l'égalité réelle. Et ça, c'est la solidarité actuelle. Ces deux nouvelles conceptions expliquent qu'en France, l'objectif de la fiscalité soit la redistribution des richesses identifiées avec la justice sociale. Donc en fait, l'objectif, c'est l'égalité réelle, et la redistribution des richesses et la justice sociale, c'est le moyen pour y parvenir. Mais contrairement aux droits de l'homme de 1789, ces deux nouvelles valeurs, en quelque sorte, ne font pas l'unanimité. Il y a beaucoup de réactions parmi la population contre ces deux valeurs, et il y a d'autant plus de réactions que chacun est plus ou moins concerné par les prélèvements fiscaux, par même les subventions. Certains touchent des subventions alors qu'ils n'en méritent pas. C'est la recherche des subventions, c'est la recherche du moindre coût fiscal, etc. Les libéraux comme Hayek contestent cette notion de justice sociale dans laquelle ils voient une restriction des libertés individuelles, une violation du droit de propriété, une entrave à la création de richesses. Ça, c'est dans le livre bien connu d'Hayek, hein, la route de la servitude. Il y a aussi, et là c'est peut-être un petit peu plus important parce que ce sera plus difficile de revenir dessus, il y a aussi un changement de paradigme. C'est-à-dire que l'augmentation du bien-être de chacun résulte de plus en plus de la redistribution que de ses efforts personnels. Plus prosaïquement, la redistribution des richesses et le droit de créance de solidarité s'opposent au droit de propriété, qui est quand même un droit constitutionnel et qui figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et sont contestés par ceux dont le patrimoine et le revenu subissent des prélèvements obligatoires pour assurer l'égalité réelle entre tous. Alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il faut savoir que tout le monde est concerné, tout le monde paye des impôts, tout le monde reçoit des indemnités, des subventions et des avantages sociaux. C'est-à-dire qu'il y a 100% de la population qui est concernée, en fait, et il y a surtout 50% de la population qui en souffre, puisque là, ils subissent plus de prélèvements sociaux et d'impôts qu'ils ne bénéficient d'aides sociales. C'est un problème récurrent dans les démocraties. Quand on partage une population en deux, on fait du clientélisme. Et je vois bien que, par exemple, moi je viens de Poitiers, il y a 50% des gens, des foyers fiscaux à Poitiers qui ne payent pas d'impôts sur leurs revenus, donc qui ne payent pas la taxe d'habitation. L'augmentation de la taxe d'habitation ne les gêne absolument pas. Au contraire, la ville sera plus propre, mais c'est tant mieux pour eux.
Alors l'école est maintenant chargée de transmettre ce nouveau paradigme, et c'est là qu'intervient la politique actuelle du gouvernement. Ces deux nouvelles valeurs doivent passer dans l'inconscient culturel des nouvelles générations. Alors pourquoi passer dans l'inconscient culturel des nouvelles générations? C'est tout simplement pour éviter leur contestation ultérieure. C'est-à-dire que dès l'instant que chacun sera habitué à penser en termes d'égalité réelle et de solidarité, l'habitude de penser limite la liberté de penser, évidemment. Donc on va perdre cette liberté qui consiste à dire que je fais ce que je veux de mon bien, dans la mesure où elle va être conditionnée par la solidarité qu'on n'aura même plus à l'esprit de contester. C'est sur l'empathie, la pitié et la compassion que repose l'argumentation, sentiment qui trouve un écho favorable dans la mentalité de la population historiquement formée par le christianisme. Parce qu'il est bien clair que même si l'école publique existe depuis, mettons, la fin du XIXe siècle, la tradition française et la culture française est restée chrétienne, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Hein, c'est comme si on disait que ma langue maternelle n'est pas le français. Non, c'est pareil. Alors, Nietzsche voyait dans cette empathie, dans cette pitié, dans cette compassion, Nietzsche voyait une cause de l'affaiblissement des sociétés. Nietzsche était profondément, évidemment, anticlérical. Cette volonté politique, donc, de faire passer la solidarité et l'égalité réelle dans l'inconscient culturel, c'est une volonté politique qui date du début du XXe siècle, à l'époque de Ferdinand Buisson. Tout le monde a entendu parler peut-être de Ferdinand Buisson, il y a beaucoup d'écoles qui portent son nom. Non, bon. Pourtant, nous avons un célèbre philosophe qui a publié il y a quelques années un ouvrage qui s'intitule « Une religion pour la République, la foi laïque de Ferdinand Buisson ». Et ce philosophe, vous savez qui c'est Vincent Payon. Alors, l'ouvrage que j'ai lu, bon, il est très bien fait, il est très documenté. C'est un ouvrage de philosophe pour lequel, il n'y a aucune... non, il est intéressant en termes de philosophie, hein, ça c'est clair. Il explique bien ce que c'est que la foi laïque, il explique bien la démarche de Ferdinand Buisson, et il explique bien, il a des références bibliographiques très nombreuses. Non, l'ouvrage est très bien fait. Par contre, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il contient. Alors le problème, c'est que le ministre Vincent Payon veut appliquer ce raisonnement. C'est ça le problème. Donc il a fait un livre dans lequel il tient un raisonnement qui est tout à fait cohérent, mais il veut l'appliquer dans la pratique, et là, la différence entre la théorie et la pratique fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Alors, le ministre Vincent Payon déclare dans sa lettre au recteur s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités. Alors, je ne sais pas le fond de la question, mais l'objectif est bien là, il faut changer la mentalité des jeunes pour qu'une fois adultes, ils la conservent, c'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent à pérenniser ce socialisme doux dont je parlais tout à l'heure, et cette notion d'égalité réelle et de solidarité imposée. Alors, c'est exactement la politique imaginée par les physiocrates du XIXe siècle que Tocqueville décrit de la façon suivante. L'État, suivant les économistes, c'est comme ça qu'on appelait les physiocrates à l'époque, n'a pas uniquement à commander à la nation, mais à la façonner d'une certaine manière. C'est à lui de former l'esprit des citoyens suivant un certain modèle qu'il s'est proposé à l'avance. Son devoir est de le remplir de certaines idées et de fournir à leur cœur certains sentiments qu'il juge nécessaires. En réalité, il n'y a pas de limite à ses droits ni de borne à ce qu'il peut faire. Il ne réforme pas seulement les hommes, il les transforme. Donc, les physiocrates du XIXe ont parfaitement défini l'objectif de l'école actuellement. Bon, je vais parler maintenant un petit peu de l'interventionnisme moral. Alors, c'est un interventionnisme qui découle du précédent, parce qu'il faut bien argumenter. Alors, il faut faire passer la solidarité, il faut faire passer la notion d'égalité réelle, donc on va dire que les gens qui ne sont pas solidaires, je vais un petit peu vite, les gens qui ne sont pas les solidaires, ce n'est pas bien. Les gens qui ne veulent pas de l'égalité réelle, ce sont des égoïstes. Donc on va essayer de, je vais très vite,
pour bien montrer ce que je veux dire, mais en fait, on moralise l'argumentation. Alors ensuite, cette moralisation se double d'un problème posé par l'explosion de la dette publique et le déficit budgétaire actuel, qui fait qu'on est obligé de limiter les coûts de tous les systèmes sociaux, comme d'ailleurs dans la santé publique. Donc on cherche à éviter l'apparition de contestations, on cherche à éviter l'apparition de problèmes sociaux, et on cherche à éviter tout ce qui peut coûter cher. Donc on a mis la prévention au premier plan dans la pédagogie actuelle. On a remplacé la répression par la prévention. Alors là, il y a peut-être une interprétation un petit peu difficile, mais contrairement à ce qu'on pense, la répression laisse la pensée libre. Et la prévention empêche les gens d'être libres. Je me souviens d'un pédopsychiatre, d'un pédiatre qui s'appelle Aldo Naori, que je ne sais pas si vous avez lu de ce qu'il écrit, mais c'est à peu près ça. En fait, un enfant qui ne veut pas aller voir sa grand-mère, le père lui dit « tu iras voir ta grand-mère ». Et puis l'enfant, ben, il va qu'il y veuille ou non. Mais il est toujours libre de penser qu'il n'aime pas sa grand-mère. Tandis que quelqu'un qui moralise, qui dit « non, écoute, c'est ta grand-mère, elle est vieille, elle est malade, tu dois l'aimer, et elle t'aime, etc., etc. » On le prend par le sentiment, et en fait, on l'empêche de penser. On l'empêche d'être libre de sa pensée. Alors le système scolaire est évidemment impliqué dans cette démarche. Donc sa mission, c'est d'éduquer les élèves de façon préventive, en luttant par exemple contre les préjugés sexistes et les discriminations ethniques ou religieuses, pour limiter les conflits communautaires et pour limiter les inégalités, et en normalisant les comportements pour réduire la délinquance, les violences et leurs coûts sociaux. Donc il cherche bien à transformer les mentalités et non à réprimer les comportements asociaux, en imposant de nouvelles normes morales. Alors je vais prendre comme exemple celui de la sexualité, qui est caractéristique. L'école est chargée d'expliquer les moyens de contraception aux élèves, l'école au niveau du lycée, et donc elle est chargée d'expliquer les moyens de contraception aux élèves pour éviter les grossesses d'adolescentes considérées comme coûteuses socialement. Elle met à leur disposition ces moyens à l'intérieur même des établissements scolaires. Elle banalise ainsi l'acte sexuel, d'une part, elle banalise la contraception, et dans une démarche que l'on pourrait même, soyons prudents, qualifier d'eugénique, puisque le but est de limiter les coûts sociaux, elle banalise l'avortement, et c'est là que ça frise l'eugénisme, en quelque sorte. Dans le même registre, elle est mise à contribution pour lutter contre les discriminations sexuelles et assurer l'égalité réelle entre les communautés. Donc il s'agit d'éviter les violences physiques et verbales contre les homosexuels, assurer l'égalité réelle avec les hétérosexuels, etc. Donc éviter les conflits, par exemple, qui peuvent avoir lieu dans les écoles à propos du mariage pour tous. Comment faire pour éviter ces conflits? Eh bien, l'État a décrété la normalité de l'homosexualité. L'homosexualité est un comportement réputé, officiellement considéré comme normal. Ça veut dire que quelqu'un qui trouve que l'homosexualité n'est pas normale, c'est mal. Donc ce n'est plus la violence contre l'homosexualité que l'on condamne, contre les homosexuels que l'on condamne, c'est la pensée que l'on empêche. Et c'est là que, finalement, c'est beaucoup plus dangereux, en quelque sorte. De même, l'égalité entre les garçons et les filles est une valeur que l'école est chargée de transmettre. Et lutte systématique contre les stéréotypes sexuels, ça s'appelle comme ça, c'est traduit directement de l'américain. Hein. On aurait pu parler des préjugés, mais non, le terme stéréotype est beaucoup plus efficace, puisque c'est celui qui est dans toutes les études américaines. Parité dans tous les conseils de l'école, conseil de la vie lycéenne, même au niveau des délégués de classe. Il est prévu qu'il doit y avoir un garçon, une fille, même s'il y a 90% de garçons dans la classe, hein, ce n'est pas du tout la démocratie représentative.
Ces mesures sont préconisées dans un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale publié en 2013. Alors, simplement pour le fun, comme on dit, ce qui m'a fait rire, c'est que les femmes représentent 75% des auteurs de ce rapport, 85% des personnalités consultées et 70% des auteurs des citations. Donc on ne peut pas dire que ceux qui défendent l'idée de la parité la respectent. C'est assez fréquent, hein, dans beaucoup de textes concernant ce genre d'égalité, vous trouverez beaucoup de discrimination sexuelle. De plus en plus, l'État promulgue des lois interdisant des comportements pour des raisons morales. Par exemple, la loi française interdit la zoophilie. Alors, cette interdiction était argumentée auparavant par le bien-être des animaux. C'était un peu hypocrite. Mais maintenant, ça n'est plus du tout, c'est pour des raisons morales. Les clients de prostituées sont fortement condamnés, pénalisés, et l'inceste entre adultes consentants, déjà interdit par des lois fondées sur la morale et le trouble à l'ordre public dans certains pays occidentaux, en particulier l'Allemagne, la Suisse et le Canada, le sera très vraisemblablement bientôt en France. C'est-à-dire qu'on est en train de réglementer les comportements sexuels. Pour éviter les conflits communautaires, on utilise aussi l'enseignement de l'histoire. On démontre l'égalité des cultures dans la démarche relativiste dénoncée par Raymond Moudon et sous l'influence du multiculturalisme d'origine nord-américaine. Cela consiste en fait à lutter contre l'ethnocentrisme occidental en insistant sur les fautes et crimes contre l'humanité que les pays ont commis dans le passé. Alors évidemment, ces crimes que nous avons commis, que nous, les pays occidentaux, avons commis dans le passé, sont jugés suivant les normes actuelles. Bon, il y a beaucoup d'ouvrages historiens qui ont explicité cette chose, particulièrement Daniel Lefebvre, dont j'ai appris la mort il y a quelque temps. Alors, ces événements historiques sont culpabilisants et les faits sont sélectionnés pour renforcer l'argumentation. On parle beaucoup, par exemple, de l'esclavage occidental, sans préciser que dans certains pays, que je ne nommerai pas, mais j'en connais, il n'a disparu qu'en 1980. Il n'a disparu de la loi qu'en 1980. Il y a des gens originaires de ces pays qui protestent contre l'esclavage occidental mené jusqu'en 1800 et quelques. Donc je ne me souviens plus de la date précise, mais quoi, on va vous dire. C'est 1848. 1848. En gros, c'est pas aussi simple. Donc, cet interventionnisme moral est contradictoire avec l'objectif de la laïcité. Les valeurs morales n'ont aucun rapport avec la science, et pourtant les idéologies qui les défendent revendiquent leur scientificité, en particulier toutes les théories du genre et toutes les théories féministes. Le créationnisme et la théorie des genres se réclament aussi de la science pour figurer dans les programmes de sciences de la nature, à côté du darwinisme et de la biologie, comme cela se pratique déjà dans certains États américains. Cette juxtaposition d'idéologies scientifiques, là c'est une expression de Canguilhem, c'est-à-dire des idéologies de philosophes, des discours à prétention scientifique tenus par des hommes qui ne sont encore en la matière que des scientifiques présomptifs ou présomptueux. C'est ça une idéologie scientifique selon Canguilhem. Donc cette juxtaposition d'idéologie scientifique et de sciences de la nature est totalement contraire au développement de la rationalité et de l'esprit critique, objectif fondamental de l'école. De même, les lois mémorielles réduisent à néant la liberté d'expression sur ces sujets. C'est la scientificité des analyses historiques, recherche des sources, bibliographie, étude du contexte, neutralité axiologique, liberté de pensée, esprit critique, etc., qui est bafouée. Au lieu d'enseigner aux élèves la bonne démarche historique pour leur permettre plus tard une analyse critique des événements contemporains, l'école leur transmet un jugement biaisé, les place sous l'influence des idéologies politiques ou scientifiques et les rend sensibles, en fin de compte, au discours des démagogues. Cette mission de l'école de promouvoir la religion laïque oppose en quelque sorte la foi et la raison. Et c'est la première qui est privilégiée pour transformer les mentalités. Parce que transformer les mentalités par la raison, c'est quasiment impossible.
Elle repose sur l'empathie, l'amitié et la compassion, dont j'ai déjà parlé, et non sur la rationalité. Cette mission est complètement contraire à la laïcité telle que l'a définie Catherine Kitzler. Alors, je cite Catherine Kitzler, l'ouvrage que je cite, c'est « Qu'est-ce que la laïcité ?» publié chez Vrin en 2007. Alors, pour Catherine Kitzler, la laïcité n'est pas seulement la séparation des églises et de l'État et l'exclusion de l'enseignement religieux des écoles, c'est une démarche philosophique beaucoup plus générale dont l'objectif est de permettre la cohabitation de personnes d'opinions différentes, d'opinions politiques et évidemment de foi religieuse, évidemment, de favoriser la liberté de penser et de développer l'esprit critique et la rationalité sans contrainte religieuse, ni morale, ni traditionnelle, ce qui est évidemment en contradiction avec la volonté politique du gouvernement de transformer les mentalités. C'est un petit ouvrage, Catherine Kitzler, c'est un petit essai qui fait 130-140 pages, qui est très inspiré des textes philosophiques du XVIIIe siècle, en particulier de Condorcet. En fin de compte, l'école est chargée de lire le bien et le mal pour justifier l'égalité réelle et la solidarité, pour éviter les conflits sociaux et limiter les dépenses dans la sphère publique. En plaçant les enseignements sous l'influence d'idéologies scientifiques qui n'avaient pas jusqu'à maintenant la possibilité d'y entrer, elle ouvre sa porte. Elle ouvre sa porte à l'irrationnel, en pleine contradiction avec son objectif initial d'empêcher le retour du despotisme. Bon, je vais passer un petit peu plus vite sur l'interventionnisme administratif, qui découle d'ailleurs de l'interventionnisme précédent. Je vais dire simplement que tout le système éducatif, pratiquement, est géré en fonction des contraintes financières. Cette gestion consiste à maximiser l'intérêt général au moindre coût, ce qui est, ma foi, un objectif tout à fait normal, mais l'intérêt général ici, c'est l'intérêt général défini par le pouvoir central. C'est défini de la façon suivante: l'intérêt général, c'est la réussite du plus grand nombre le plus vite possible. C'est-à-dire qu'il s'oppose totalement aux intérêts particuliers. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous avons vu des situations où l'intérêt général commandait aux professionnels d'effectuer une action précise, et que cette action précise était effectuée au détriment de l'individu qu'il avait en face de lui. On trouve la même chose en médecine, hein. Tu pourras confirmer, mais c'est vraiment l'intérêt général défini par le socialisme, au fond, qui est appliqué et qui n'est pas appliqué d'aujourd'hui, hein. Là, ça concerne les gouvernements précédents, hein. Ils ont tous fait la même chose. Alors, cette gestion financière, elle concerne, par exemple, les flux d'élèves, redoublement et examen. Le coût du système éducatif dépend, alors il y a une mesure précise qui est utilisée d'ailleurs couramment par les statisticiens et les économistes. Le coût du système éducatif dépend du nombre d'élèves multipliés par leurs années de scolarité. C'est-à-dire qu'on prend un élève, on multiplie par le nombre d'années de scolarité qu'il a suivi ou qu'il va suivre, et puis on fait la somme de tout. Alors quand le nombre d'années de scolarité augmente en moyenne, eh bien le nombre total augmente aussi. Et quand le nombre d'élèves diminue, eh bien le nombre total diminue. Donc en faisant passer les élèves le plus vite, en faisant traverser les élèves les cursus scolaires le plus vite possible, eh bien on diminue les coûts. Et c'est l'objectif inavoué, parfois, avoué dans certains cas, parce que je l'ai entendu quand même chez certains responsables du ministère, c'est l'objectif de la gestion. Alors pour diminuer ce coût, on ne peut pas diminuer le nombre d'élèves, donc on diminue le nombre d'années passées par chacun d'eux dans l'école. Alors, l'exemple du redoublement est assez typique. C'est pas que je sois pour ou contre le redoublement, c'est un exemple typique sur différents plans. S'appuyant sur des études très contestables faites par des spécialistes des sciences de l'éducation, que j'ai mis entre guillemets, parce que je ne suis pas le seul mathématicien à penser que les sciences de l'éducation n'existent pas. C'est comme si on disait les sciences de la chimie, ou les sciences de la médecine. Il y a la médecine, il y a l'éducation et il y a la chimie, mais il n'y a pas de sciences de l'éducation. Il peut y avoir de la psychologie, par contre, hein, mais il n'y a pas de sciences de l'éducation.
Alors, ces études très contestables permettent au ministère d'affirmer le caractère nocif du redoublement. Alors là, on entend des inversions de relations causales. Par exemple, ça ne sert à rien de faire redoubler un enfant au CP, puisque il y a très peu d'enfants qui ont redoublé le CP qui ont réussi à avoir leur baccalauréat. Voilà ce qu'on entend. Alors, ne faisons pas redoubler l'enfant qui a des difficultés en CP, amenons-le jusqu'au baccalauréat, mais par contre, faisons redoubler tous les enfants excellents en CP. Comme ça, tous ceux qui ont redoublé en CP auront le baccalauréat. Donc le redoublement est efficace. Voilà un petit peu le genre de raisonnement qu'on trouve dans beaucoup d'études valorisées. Valorisées. Ces études, c'est des thèses. C'est des gens qui font des thèses sous la direction je ne sais pas comment ils arrivent à raisonner comme ça. Ça reste mystérieux pour eux. Un autre exemple, c'est les examens. Et là, c'est important, parce que c'est soumis au même traitement. Pour la petite histoire, quand j'étais à Nancy, quand j'étais inspecteur à Nancy, j'ai été appelé pour, disons, voir un petit peu les délibérations au niveau du brevet des collèges. Tout le monde au rectorat savait qu'il y aurait 69,5% de reçus. Il y a eu 65,49% de reçus. Donc voilà comment se passent les examens en gros, mais ça va plus loin. Ça va plus loin parce que, un autre exemple, on sait qu'en 2013, le recteur de l'Académie d'Orléans a augmenté arbitrairement les notes des candidats au baccalauréat pour augmenter le nombre de reçus. Bon, vous vous souvenez que c'est l'année dernière. Son argument, c'est l'égalité réelle des résultats. Alors ça, c'est intéressant, parce que l'égalité réelle des résultats, ça consiste à dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait moins de reçus dans l'Académie d'Orléans que dans l'Académie de Toulouse. Bon. On aurait pu appliquer la notion d'égalité, ce principe d'égalité réelle dans l'autre sens. C'est-à-dire, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de reçus à Toulouse qu'à Orléans, on va diminuer les notes à Toulouse. Non, c'est pas comme ça qu'on fait, parce que l'objectif final, c'est pas de la justice, c'est rien du tout, ça n'a rien à voir. L'objectif final, c'est de limiter le nombre de redoublants en terminale. Il faut éviter que les redoublements en terminale se multiplient, tout simplement parce que ça fait exploser les effectifs, surtout que c'est la dernière classe, donc ils redoublent. Et comment dire, on ne peut plus les faire passer automatiquement dans la classe supérieure. S'ils sont collés, ils redoublent. Donc on se trouve avec des effectifs qui ne sont pas prévus, et c'est une catastrophe au niveau budgétaire. Voilà la vraie raison. C'est pas dans l'intérêt des élèves. Alors, ces interventions ont de nombreuses conséquences. Alors, les conséquences, on les connaît, c'est-à-dire qu'il y a un élève qui ne sait ni lire, ni écrire, ni compter en CP. Bon, moi j'avais un oncle instituteur, il disait qu'à la fin de l'année, tous ces élèves de CP savaient lire et écrire. Ça, il n'y avait pas de problème, tous. Maintenant, un élève qui ne sait pas ni lire ni écrire, il passe dans la classe supérieure. Donc, il sait au départ qu'il va passer dans la classe supérieure. Donc, il n'essaye pas d'apprendre à lire et à écrire. Il n'y a pas d'enjeu. Donc, une fois qu'il est dans la classe supérieure, eh bien, il va passer dans la classe supérieure, toujours suivant le même principe, limiter les redoublements pour que les élèves traversent le cursus scolaire le plus vite possible. Alors, donc, ça se poursuit comme ça, en fait, jusqu'au baccalauréat. Et on arrive à des situations assez surprenantes. Au brevet des collèges, par exemple, pour l'épreuve du brevet des collèges de 2000, le correcteur donne des points quand certains mots sont bien écrits. On en est là. Et on enlève des points quand certaines fautes sont commises. Précise, c'est tel mot est bien écrit, on lui donne un point. Tel mot, il y a une faute, on lui enlève un point. Ou un demi d'ailleurs. En fait, il ne faut pas enlever trop de points, donc les fautes sont pénalisées dans la limite de 2 points sur 6. Voilà où on en est. Alors, cette dictée du brevet de 2000 figure dans un ouvrage que j'ai publié en 2004, là, sur la vie universitaire. Donc, cette intrusion administrative est générale à tous les examens du second degré et s'étend maintenant à l'enseignement supérieur. Vous avez dans les journaux la publication des taux de réussite, par exemple, dans certaines universités, dans certains établissements universitaires, dont j'ai fait partie. Donc,
les collègues étaient très fiers d'avoir un taux de réussite de 100%. C'est tout simplement, ça s'explique très simplement, c'est eux qui font les sujets, c'est eux qui corrigent les copies de leurs propres élèves. Donc il ne faut pas s'attendre quand même à ce qu'ils collent leurs élèves. Parce que d'une part, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas bons, que le prof n'est pas bon, et d'autre part, il ne va pas poser une question sur un sujet qu'il n'a pas traité. Donc, les programmes ne sont jamais respectés. Alors ça, c'est le danger qui guette, parce que on parle beaucoup d'établir le contrôle continu au niveau du baccalauréat. Ce sera la fin du baccalauréat, le baccalauréat deviendra comme le brevet. Alors on a des situations complètement aberrantes. Par exemple, le pourcentage de reçus au baccalauréat et à l'université après des mois de grève d'étudiants. Il est en général supérieur au pourcentage d'une année normale. Ça date de 68, mais ça s'est prolongé toutes les années. Quand j'étais en Bretagne, à l'université en Bretagne, il y avait une grève d'étudiants pendant les vacances de février, pendant les vacances scolaires, pas les vacances universitaires. Ils se mettaient en grève 15 jours, tous les ans. On a toujours eu 100% de reçus. Et finalement, le ministère commet une erreur, parce que le fait quand il y ait des grèves d'étudiants, le taux de réussite soit supérieur aux années normales, ça devrait l'inciter à diminuer le nombre de mois de travail. Puisque s'il y a 6 mois de cours au lieu de 9, il y a plus d'étudiants qui sont reçus, ben pourquoi ne pas prendre la décision administrative de limiter l'année à 6 mois? Il veut économiser. Ben oui, mais ça, ils n'osent pas le faire encore. Donc l'objectif, en fait, d'un établissement devrait être de permettre à chacun de réussir au mieux de ses moyens individuels. C'est contraire à l'intérêt général actuel qui est d'amener le plus vite possible le plus grand nombre d'élèves au brevet et au baccalauréat. Il y a automatiquement conflit entre l'école qui considère la masse des élèves et les parents qui se préoccupent de l'avenir de leurs enfants à eux, pas de l'enfant du voisin. Mais là, il manque de solidarité. Bon, il y a un interventionnisme pédagogique aussi. Je vais citer 2 cas. Par exemple, le premier que tout le monde connaît, c'est l'enseignement de la lecture par la méthode globale. Alors évidemment, on a fait il y a eu tout un mouvement pour interdire aux instituteurs d'appliquer la méthode globale pour enseigner la lecture. Ça faisait longtemps que 99,9% d'ailleurs l'avaient abandonné. Ils emploient plutôt une méthode semi-globale, entre guillemets. Ils adaptent en fait aux élèves qu'ils ont en face d'eux. Maintenant, c'est strictement interdit. Donc, tous les instituteurs emploient la même méthode. C'est comme si tous ceux qui avaient la grippe devaient avoir le même antibiotique. Enfin, non, on ne donne pas d'antibiotique pour la grippe. Mais c'est un peu pareil. Hein, on va tous leur donner du Doliprane. Voilà. Donc, c'est un exemple parce que c'est une aberration. L'instituteur qui est en face d'un élève raisonne en fonction de l'élève qui est en face et non pas en fonction de la totalité des élèves. C'est complètement différent. Il est tout à fait possible qu'un enfant qui a des difficultés de lecture puisse apprendre à lire par la méthode globale et pas par une autre. Mais on n'aura pas le droit de lui enseigner comme ça. Donc il ne saura pas lire. Il y a une emprise pédagogique totale du ministère et de l'administration sur les pratiques pédagogiques. Alors, c'est les sciences de l'éducation, semble-t-il, qui ont décrété que cette méthode globale n'était pas bonne. Mais il y a 30 ans, c'est les sciences de l'éducation qui avaient décrété qu'elle était efficace. Alors, il y a d'autres erreurs classiques, celle de l'enseignement des mathématiques modernes, dont vous vous souvenez peut-être. Bon, en fait, on a instauré l'enseignement des mathématiques modernes sur la suggestion d'un professeur de maths, dont j'ai oublié le nom, enfin je m'en souviendrai, qui est décédé d'ailleurs il y a 3-4 ans. Je dois reconnaître que l'analyse faite par le prof de maths était très bien faite. Et l'enseignement des mathématiques modernes était vraiment très très bien pensé. Mais, pardon ? Non, non, c'était pas Azoulay. Et en fait,
ce qui s'est passé, c'est que l'enseignement des mathématiques, l'introduction des mathématiques modernes dans l'enseignement a coïncidé avec la massification, comme on dit, c'est le terme consacré, hein, des collèges. C'est-à-dire que là, c'était plus du tout adapté. Parce que ce que demandent les parents d'élèves, de gens qui vont s'arrêter au baccalauréat, qui vont faire un brevet professionnel ou un baccalauréat technologique, c'est d'apprendre à compter, d'apprendre la technique, c'est pas d'apprendre la théorie. Les mathématiques modernes, c'est la philo. C'est inspiré d'ailleurs de la philosophie grecque, en particulier de Platon. Donc là encore, il y a eu une erreur collective. Alors ça a été introduit en 1963. C'est en 1963 qu'on a fait rentrer en masse les élèves dans les collèges et dans les lycées. Et ça a été supprimé en 1985. Alors j'étais chargé justement de transmettre ce message aux collègues, aux enseignants des lycées à l'époque. Et c'était assez rigolo d'ailleurs parce que j'ai remplacé quelqu'un qui partait en retraite et il m'a dit « Je suis très content d'être remplacé juste maintenant parce que autrement, en 1985, j'aurais été obligé de tenir le discours inverse de celui que j'ai tenu en 1963. » Donc il était très content de partir, et c'est un petit peu général, hein. Les gens sont très contents de partir, parce que, comment dire, tout ce qu'ils ont appris par l'expérience, ou tout ce qu'on leur a dit de faire quand ils ont débuté, c'est complètement bouleversé. Alors cet enseignement des mathématiques modernes a disparu, mais les mathématiques modernes restent, il ne faut pas se leurrer, hein. On fait encore de la théorie des ensembles, mais on en fait au niveau de l'université. À un niveau différent, bien entendu, hein, mais on n'en fait plus dans le secondaire théoriquement. Il y a peut-être encore, d'ailleurs, des professeurs qui font des mathématiques modernes, mais il faut qu'ils se cachent. Parce que là, ils risquent. Alors, cette erreur, par contre, on n'a pas profité de cette erreur pour réfléchir. C'est-à-dire que maintenant, on applique des démarches un petit peu analogues dans l'enseignement du français, en particulier au niveau de la grammaire. Le complément d'objet direct, le complément d'objet indirect, le mot en apposition, tout ça, c'est fini, c'est fini. On met d'autres mots, on met d'autres normes, et finalement, on provoque une catastrophe. Tout ça, ça a disparu. On en est, par exemple, pour la littérature, je ne sais pas si vous savez, mais dans les nouvelles éditions du Club des 5, vous savez, ces petits livres qu'on lisait, enfin moi, que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, et ma sœur encore plus d'ailleurs, parce que, bon... Enfin bref, eh bien, les nouvelles éditions ont supprimé tous les passés simples. Ah si, dans les nouvelles éditions du Club des 5, on ne trouve plus de passés simples. Et c'est pas la seule édition enfantine qui a subi cette réforme. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on simplifie à l'extrême parce que si on laisse le passé simple, les enfants ne comprennent plus. Donc voilà où on en est quand même au niveau de la grammaire. Hein. À mon avis, c'est grave ici. Et moi, j'ai fait des remarques quand j'avais mes enfants à l'école primaire. J'ai fait une remarque à l'institutrice, gentiment. Hein. Je lui ai demandé, mais on n'apprend plus les fables de La Fontaine. Non. Non, parce que, vous savez, bon, la cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Vous vous rendez compte? C'est pas possible. Alors, il y a une intervention étatique aussi dans les pratiques pédagogiques. Alors, j'en citerai une parce que c'est quelque chose qui m'énerve. C'est très souvent, les collectivités territoriales, que ce soit le conseil général ou le conseil régional, distribuent généreusement des micro-ordinateurs ou des tablettes aux élèves. Les professeurs n'en veulent pas. On leur a jamais demandé leur avis. Et c'est pour ça que ces tablettes et ces micro-ordinateurs servent à toute autre chose qu'à l'enseignement. On en retrouve même, j'ai lu un article dans Le Monde qui s'en offusquait, mais on en retrouve même en vente sur Le Bon Coin. Ah ben oui, ben oui. Et le fait, c'est accentué parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, parce qu'on distribue des tablettes aux élèves, mais on n'en distribue pas aux professeurs. Donc il faut le savoir, tout ça. Et c'est une intrusion forcée dans la pédagogie. On veut que les enseignants se servent de l'informatique, mais on n'a pas du tout réfléchi à l'intérêt pédagogique de l'informatique. Et cet intérêt pédagogique de l'informatique, mine de rien, il est extrêmement contestable. Moi j'ai fait un article il y a quand même, je sais pas, il y a 10 ou 12 ans, qui a été publié dans 2 journaux différents, je suis fier de moi, sur l'enseignement et l'informatique. J'expliquais, pour résumer,
que l'usage de la calculatrice est désastreux. Parce que les calculatrices modernes, vous tapez 1/4 plus 1/3 et ça vous donne le résultat, sous forme de fraction réduite. Donc l'élève tape 1/4 plus 1/3, il a le résultat. Pourquoi apprendre à réduire au même dénominateur, à trouver le plus petit commun multiple? Pourquoi tout ça? Donc en fait, ce sont des outils qui sont extrêmement utiles dans la vie professionnelle, mais qui sont en contradiction avec l'apprentissage que l'on demande de faire aux élèves. Mes enfants ont eu des calculatrices, mais je surveillais de très près. Je surveillais de très près. D'ailleurs, bon, ils n'ont jamais joué à aucun jeu qui existe. À aucune console, rien. Ma fille a gagné une console, je l'ai tout de suite donnée à mon neveu. C'est vrai. Et ma sœur, en voyant ça, l'a tout de suite donné à un copain de son neveu. Vous voyez? Bien. Alors, ça rappelle, là encore, l'erreur est historique, hein, puisque déjà dans les années 85, il y a eu le plan informatique pour tous. Alors, ce plan informatique pour tous, et ça je l'ai vu, puisque à l'époque je circulais dans les établissements, il y avait des micro-ordinateurs qui étaient encore dans leur boîte, dans un placard, qui n'avaient jamais été ouverts. Donc, vous voyez qu'on multiplie ces erreurs. L'erreur, finalement, c'est bien, mais il faut savoir en tirer parti pour ne pas la recommencer. Et bien là, c'est pas du tout ça ce qu'on fait. Hein. Donc, en plaçant totalement l'école sous l'autorité de l'administration, l'État a ouvert aussi la voie à la judiciarisation des choix pédagogiques. Alors, c'est un mot difficile à prononcer. La judiciarisation, ça veut dire qu'elle permet à chacun de recourir aux tribunaux pour juger de la valeur légale d'une mesure pédagogique. C'est-à-dire qu'un élève qui conteste par exemple une note va au tribunal pour contester la note. Si, c'est vrai. Hein. Et il y a certains établissements d'enseignement supérieur même, hein, qui ont un contrat avec un avocat pour être représentés quand il y a une contestation d'un jury. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Hein. Donc ces tribunaux dépassent en fait leurs compétences parce que la mesure pédagogique ne peut pas être administrative parce qu'elle a lieu entre un enseignant, qui est un homme ou une femme, et un élève, qui est un garçon ou une fille. Donc il n'y a pas moyen de réglementer ce type de relation. C'est pas possible. Ce sont deux individualités qui ont un conflit ou qui ne sont pas d'accord, etc. Donc ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible de judiciariser non plus le comportement des élèves. Parce qu'on a beau judiciariser, par exemple, interdire le voile. Alors, on a interdit le voile à l'école. Bon, c'est pas que je suis contre, mais simplement, interdire le voile à l'école, eh bien, on a été amené à préciser la forme du voile, on a été amené à préciser la couleur, parce que, bon, on interdit le voile, eh ben, on se met un bandana, on interdit le voile, eh bien, on se met un foulard, bon, donc on n'en sort pas. Et c'est pour ça qu'on se trouve devant une situation où l'administration devient impuissante, parce qu'en voulant tout réglementer, elle est obligée de préciser tous les cas possibles, et ça, c'est pas possible, justement, de préciser tous les cas possibles. Il y a toujours quelque chose qui permet comment on appelle ça, une exception. Une exception. Bon, juste, parce qu'il commence à être tard, je vais passer aux valeurs maintenant, si vous voulez. Je vais sauter un petit peu des réflexions qui sont passionnantes, hein, quand même, mais bon, je vais les sauter quand même, parce que bon, ça fait un petit moment que je parle, et je vais parler de la transmission des valeurs. Donc, au niveau de la transmission des valeurs, bon, j'en vois un certain nombre. Par exemple, la première, c'est la disparition de l'autorité. Alors ça, la disparition de l'autorité, ça a été dénoncé depuis bien longtemps, déjà par Hannah Arendt dans les années 60, hein, qui parlait de la disparition de l'autorité. Mais en fait, l'autorité, les gens n'en veulent plus. C'est-à-dire qu'il faut toujours argumenter. On ne punit pas quelqu'un parce qu'il a commis une faute, on le punit parce qu'on applique le règlement. Et le règlement prévoit que dans ces circonstances-là, c'est telle faute qu'on applique. On en est là. Hein. Donc en faisant intervenir l'école dans le processus éducatif, l'État dévalorise l'autorité parentale. Et forcément. Puisque l'école intervient dans le processus éducatif, par exemple dans l'éducation sexuelle, il est bien clair qu'on dévalorise l'autorité parentale. Pour limiter cet effet, donc il y a la réciproque, c'est-à-dire qu'on a introduit les parents dans le fonctionnement de l'école.
Et là, maintenant, ça dévalorise l'autorité des profs. Parce que les profs sont contestés par les enseignants, les profs sont contestés par certains parents d'élèves. Moi, j'ai assisté à des cas assez rigolos. Hein. Par exemple, on m'a cité, je n'ai pas assisté, hein, on m'a cité le cas d'un prof de russe contesté pour sa façon d'enseigner le russe, par un parent d'élève, devant tout le monde. Hein. Bon, alors il s'en est bien tiré, il lui a répondu en russe. Mais on en est là. Hein. Je connais, j'ai le cas, ça je l'ai vu parce qu'on m'a demandé d'intervenir, mais c'est un pharmacien qui a dit à un prof de maths que sa démonstration était fausse. La démonstration qu'il avait donnée aux élèves. Bon, enfin, on arrive à des aberrations comme ça. Bon. C'est assez ridicule. Alors, les enseignants en perte d'autorité sont contraints d'être systématiquement indulgents envers les élèves. C'est-à-dire que la démarche d'un enseignant qui cherche à être tranquille quand même dans son métier, qui n'aime pas du tout être contesté, envoyé devant le tribunal, convoqué par le directeur de l'établissement, etc. Alors, l'enseignant comprend, pardonne, excuse, patiente, accepte, subit, mais ne punit pas. Voilà. Et c'est un peu ça, hein, ce qui se passe. Le nombre de punitions qui sont données par les enseignants et qui sont enlevées par le directeur de l'établissement par suite de l'intervention des parents, c'est assez considérable. Et c'est très regrettable. Une punition, 2 heures de colle. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Maintenant, un élève qui rend son devoir en retard, eh bien, on ne lui met pas 2 heures de colle. On accepte le devoir une semaine après. D'ailleurs, on en donne de moins en moins, le devoir. Alors, la disparition de la responsabilité. Ça, c'est une conséquence de la disparition de l'autorité. En cessant de punir les petites fautes, on fait croire à certains jeunes qu'ils bénéficient d'impunité. Alors, ce ne sont plus des petites fautes qu'ils commettent, mais ce sont des fautes de plus en plus importantes, jusqu'au jour où ça dégénère, et évidemment, ils se retrouvent délinquants et passent devant les tribunaux. C'est comme ça que ça se passe. Mettre 2 heures de colle, je reprends mon exemple, mettre 2 heures de colle à un élève qui rend son devoir en retard, ça n'a jamais tué personne. Mais si on le laisse faire, eh bien, c'est pas seulement le devoir qui remettra en retard, c'est les leçons qu'il n'apprendra plus, c'est le collège, il n'ira plus, ça fait de l'absentéisme, il fera des faux mots d'excuses, etc., etc. Il va se retrouver dans une bande de loupards qui vont lui faire fumer du shit, et c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut arrêter le processus à son début. Essayer de l'arrêter à la fin, c'est bien difficile. L'autre conséquence de la perte d'autorité est la démarche démagogique des pouvoirs publics à l'égard de la jeunesse. Le fait que le pourcentage de reçus au baccalauréat soit plus élevé après une longue grève d'élèves qu'après une année normale, c'est un aveu de faiblesse désastreux. En fait, ça permet aux élèves de faire n'importe quoi, et aux étudiants en particulier. De même que l'inaction des pouvoirs publics devant une manifestation de jeunes de 15 ans qui parfois croient faire la révolution et défendre des valeurs qu'ils ne connaissent même pas. Alors cette inaction des forces de l'ordre devant les manifestations de jeunes, tout le monde l'a vu. Moi je me souviens des manifestations qui ont dû avoir lieu en 2008 ou 2009 contre la réforme des universités. J'étais déjà parti de l'université, mais enfin je les voyais, les étudiants allongés sur les rails de la gare de Poitiers. Bon, on les a laissés faire prudemment. Donc l'État prive les étudiants et les élèves de leur responsabilité, puisqu'ils peuvent faire n'importe quoi sans conséquence, mais elle prive aussi les parents de leur responsabilité, parce que c'est aux parents, quand l'élève est mineur, c'est aux parents d'agir. C'est pas à la police, c'est aux parents d'agir en premier. Alors l'illusion de l'égalité. Ces grèves sont souvent soutenues par des syndicats d'enseignants et des responsables politiques comme Julien Drey ou Jean-Marie Placé. Elles sont organisées par des associations et les conseils de la vie lycéenne qui sont créés par le ministère au sein des établissements. C'est-à-dire que le ministère crée des conseils de la vie lycéenne qui décident de la grève des cours. Il crée des conseils, il les subventionne. Lors de manifestations de lycéens et d'enseignants, il y a déjà pas mal de temps, le président François Mitterrand refuse de recevoir les enseignants, mais il accepte de recevoir les élèves, le lycée. Alors, c'est quand même une sacrée dévalorisation des profs, d'une part. Lors de manifestations de lycéens, on voit un élève de terminale, ça c'est beaucoup plus récent, on voit un élève de terminale débattre à la télévision avec Jean-François Copé. Il débat à égalité.
Alors après, il retourne dans son établissement, et comment le professeur peut-il espérer avoir une autorité, même intellectuelle, quelconque, sur l'élève qui a discuté à égalité avec un ministre? On croit rêver quand même. Hein. Les deux discours sont considérés, pour la télévision, les deux discours ont la même valeur, alors que pour Hannah Arendt, toujours, hein, dans l'éducation, on a toujours affaire à des gens qui ne peuvent encore être admis à la politique et à l'égalité parce qu'ils sont en train d'y être préparés. Nous devons fermement séparer le domaine de l'éducation des autres domaines, surtout celui de la vie politique et publique. Après ces pertes de valeur, disons, il y a la dévalorisation du savoir. Certains philosophes contemporains, influents comme Alain Renaud, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un professeur de philosophie à la Sorbonne, considèrent que l'égalité doit s'appliquer au sein même des établissements scolaires, malgré la recommandation de Hannah Arendt que je viens de citer. Cette position intellectuelle contribue à la disparition de l'autorité en dévalorisant le rôle du maître. Cette notion de maître n'existe plus, les enseignants sont devenus des assistants. C'est-à-dire qu'il faut aider. Dans le même ordre d'idée, le cours magistral est interdit. Il est strictement interdit par les textes. Un professeur du second degré n'a pas le droit de faire un cours magistral. Le savoir n'est plus respecté, n'est plus enviable. Et bien des élèves ne le recherchent pas, mais l'attendent passivement sans comprendre qu'il ne viendra pas tout seul. C'est-à-dire qu'évidemment, dès l'instant qu'il faut aider l'élève, il apprend moins bien. Et s'il apprend moins bien, c'est parce qu'on ne l'a pas assez aidé. Les meilleurs élèves d'une classe sont d'ailleurs souvent moqués par les autres. Ça, c'est quelque chose qui est assez ancien. Les meilleurs élèves d'une classe sont moqués par les autres parce qu'ils travaillent mieux. C'est la dévalorisation du travail. Alors, je reprends l'exemple de la dévalorisation du travail maintenant. La calculatrice dont j'ai déjà parlé évite d'apprendre les tables de multiplication. Je passe. Hein. Les élèves et les étudiants recopient de plus en plus des textes publiés sur Internet. Quand on leur pose une question, on va sur Internet, on tape la question, on trouve des corrections toutes faites. Donc on fait du copier-coller. J'ai discuté avec un collègue qui était maître de conférence en allemand à l'université de Poitiers, et il a donné une version à faire à ses étudiants en licence. Il a précisé, je connais toutes les traductions que vous pourrez trouver. Faites la traduction vous-même. Sur 40 copies, il y en avait 30 qui avaient été piquées sur Internet. Directement. Ces 30 élèves qui ont cherché la solution, qui ont cherché la traduction sur Internet, évidemment, sont devenus tous profs. Ben oui. Je fais un tableau un peu noir, mais vous savez, le tableau est noir, mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous. Hein. Alors, bon, les nouvelles technologies facilitent considérablement la vie courante et professionnelle, mais elles suppriment les heures passées à effectuer et à vérifier les calculs, à chercher et à corriger des erreurs, et font disparaître de l'éducation l'effort de mémoire, de concentration, de ténacité et de travail nécessaires pour apprendre et progresser, qualité indispensable à l'intégration sociale. Alors, c'est une qualité qu'on demande encore dans certaines filières universitaires, par exemple en médecine, avant la réforme, je ne sais pas ce que ça va donner maintenant, mais je me souviens d'un copain de ma fille qui voulait rentrer en médecine, et bon, il a été collé 2 fois, il n'a jamais rien fichu tant qu'il était au lycée. Et en médecine, quand on n'a jamais rien fichu tant qu'on est au lycée, il est trop tard pour apprendre à travailler. Il est consternant que les premiers à défendre la politique éducative qui a été menée jusqu'à présent sont aussi les premiers à accuser l'école d'être élitiste et de reproduire les inégalités sociales. En réalité, si la promotion sociale, c'est-à-dire l'intégration d'élèves de classes sociales modestes dans les écoles prestigieuses et leur réussite dans la vie sociale est en échec, ce que montrent les statistiques, là il n'y a pas de discussion possible, c'est à cause de toute cette évolution qui fait croire que l'on peut réussir sans travailler, sans peiner, et qu'en cas d'échec, ce n'est pas la faute de l'individu, mais celle de la société. Donc l'échec
J'arrive à la conclusion, que je vais abréger. L'échec de la politique éducative a longtemps été nié par les ministères successifs. En fait, tant que j'ai été, moi, comme inspecteur pédagogique ou même en travaillant à l'université, il n'existait pas les statistiques internationales que l'on connaît maintenant. Donc on pouvait toujours dire, oui, le baccalauréat n'a pas perdu de valeur, les élèves sont toujours aussi bons qu'avant, et la proportion est toujours de 80%. Mais il n'y avait aucun contrôle de cette statistique purement administrative, puisque les enseignants ne pouvaient pas exprimer leur désaccord. Cet échec a été mis en évidence par les enquêtes internationales, et en fait, ça montre bien l'impuissance des pouvoirs publics à gérer correctement le système éducatif. On s'en rend compte maintenant. Il est un peu tard parce que ça fait quand même peut-être 30 ans que les pouvoirs publics sont alertés sur l'évolution catastrophique du système éducatif. Ça fait même plus que 30 ans. Donc, en résumé, en définissant l'intérêt général indépendamment des intérêts particuliers, le pouvoir politique génère automatiquement des situations contraires aux intérêts individuels. L'augmentation des attributions du pouvoir central d'un État-providence multiplie ces situations et les conflits entre particuliers et administration. La tutelle administrative sur la pédagogie est incompatible avec les pratiques professionnelles. Le pouvoir politique, en se servant de l'école pour pérenniser une idéologie, là, l'idéologie du socialisme doux dont je parlais tout à l'heure, mais quelle que soit l'idéologie, dépasse sa compétence. Ce n'est pas le rôle du pouvoir politique que de dire que dans les générations futures, la société devrait être comme ça. Donc on peut rester sur un tel échec, on ne peut pas rester sur un tel échec, et comme proposition, eh bien, je pense que, en résumé, il faut revenir un petit peu à l'instruction publique. Cela ne signifie pas que les parents doivent disposer d'une totale maîtrise de l'éducation donnée à leurs enfants, c'est ce que je disais au début. Il faut éviter que cette éducation soit contraire à l'intégration culturelle et sociale des élèves. Mais l'égalité réelle et la solidarité collective sont trop idéologiques et contestées pour être officiellement mises au niveau des valeurs fondamentales, liberté, égalité, fraternité, etc. Il est donc nécessaire de recentrer la mission politique de l'école à la transmission des valeurs fondamentales de la démocratie, sans vouloir promouvoir une idéologie quelconque. C'est par la vie scolaire que les élèves s'en imprègnent, respect des enseignants et des autres élèves, respect de la hiérarchie et des règlements, du travail, de la ténacité, etc., liberté de penser, responsabilité de ses actes. Et cela suppose de mettre l'école à l'écart des pouvoirs politiques et des enjeux sociaux. Ça suppose aussi de mettre l'école à l'écart des parents d'élèves, pour qu'ils ne puissent plus intervenir dans la pédagogie. Je n'ai pas fini, parce que les parents d'élèves ont le droit d'intervenir dans l'éducation proprement dite. L'intégration culturelle et sociale est assurée par l'acquisition de connaissances scientifiques et de la culture française. Elle reste par nécessité du domaine de l'école. Enseigner les mathématiques, une langue étrangère ou le français n'est pas à la portée de tous les parents. Mais les programmes d'enseignement doivent être réduits à l'essentiel et définis exclusivement par les spécialistes de la question pour éviter autant que possible des intrusions politiques et l'influence d'idéologies dans l'enseignement. Les enseignants en particulier doivent être tenus dans leur pratique à une neutralité permanente vis-à-vis des conflits politiques et sociaux. Ce n'est pas le cas actuellement. Cette mission de l'école, imprégnation des valeurs de la démocratie, intégration culturelle et sociale, doit rester sous le contrôle de l'État. Son exécution est placée sous la responsabilité des personnels éducatifs qui doivent retrouver une autorité incontestable. Il faut considérer l'école comme un autre domicile des enfants, dans lequel la justice et la police sont assurées en premier lieu par les responsables de l'établissement. Cette limitation du champ éducatif obligatoire permet le respect de l'éducation familiale et de l'autorité parentale et n'empêche pas les élèves de suivre les formations complémentaires qu'ils choisissent.
Sport, culture étrangère, activités artistiques, éducation religieuse, éducation sexuelle, etc. Mais ce ne doit pas être des enseignements obligatoires, parce que ça heurte la conviction de certains parents d'élèves. Le choix par les familles de ces formations complémentaires implique la possibilité de choisir les établissements scolaires en fonction de leur offre et suppose que ces derniers soient suffisamment autonomes pour s'adapter à leur environnement. Donc là, il faut que les établissements disposent d'une large autonomie en dehors, finalement, de la transmission des savoirs et des valeurs fondamentales de la démocratie. Ça leur permettra de s'adapter à l'environnement et non pas de subir les textes officiels décidés par le ministère pour tous les collèges de France et de Navarre. Ces propositions ne sont pas à l'ordre du jour, elles sont pourtant faciles à mettre en œuvre et ne devraient pas provoquer de contestations violentes puisqu'elles donnent une grande autonomie aux établissements et laissent aux familles une plus grande responsabilité éducative qu'elles peuvent par ailleurs déléguer à l'établissement de leur choix. Mais ce projet fait perdre du pouvoir à l'État-providence et à ses turiféraires. C'est peut-être là le principal obstacle à une réforme libérale du système éducatif. Je termine.